Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore créer et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène découvrir Anne-Charlotte qui a créé Happy Chantilly il y a une dizaine d'années. Tout a commencé par la création de son blog en 2012. Elle a démarré son activité professionnelle autour de l'aquarelle avec la création de faire-part, qu'elle a créée au départ pour ses propres besoins. Depuis, elle a fait un beau chemin. Anne-Charlotte nous raconte par exemple comment l'écriture de son livre l'a fait progresser et l'a amenée à créer des cours d'aquarelle en parallèle. Notre échange était hyper intéressant, on a parlé de plein de choses, notamment de parentalité, de pastel et de création juste pour le plaisir, quand c'est son activité professionnelle. Allez, je vous laisse avec notre conversation, bonne écoute! Bonjour Anne-Charlotte, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Fait Main, bienvenue! Bonjour Mélanie, écoute, moi aussi, je me fais une joie de répondre à tes questions. Alors on va passer un petit moment aujourd'hui ensemble pour parler aquarelle. Au hasard, j'imagine. Tu vas nous dire s'il y a d'autres choses, d'autres passions dans ta vie. Est-ce que tu peux démarrer, s'il te plaît, en te présentant un petit peu? Alors, je m'appelle Anne-Charlotte, je me fais appeler Anne-Charlotte Joyce, c'est mon nom d'artiste. Un nom un peu spécial pour moi, voilà, que j'ai mis du temps à choisir, mais qui me plaît, qui, je trouve, est adapté par rapport à mon style d'aquarelle. Voilà, donc Joy pour la joie en anglais. J'ai créé Happy Chantilly en 2012. Donc à la base, c'était un blog de mariage, donc rien à voir. Ah ouais, tu vois, ça je savais pas. Voilà. Et puis, à la base, mon activité, c'est surtout les faire-part de mariage et naissance. Et j'ai changé un petit peu de voie dernièrement. En fait, j'ai été contactée par une maison d'édition il y a 2 ans qui m'a proposé d'écrire un livre sur l'aquarelle. Et l'idée d'enseigner l'aquarelle me trottait dans la tête depuis un petit moment, mais je n'osais pas vraiment me lancer. Je me sentais un petit peu illégitime. Ouais. Le fameux syndrome de l'imposteur. Ah, je ne l'ai Et, jamais entendu parler, c'est bizarre. et voilà, et en fait, je me suis dit, si une maison d'édition me contacte, c'est peut-être que finalement, je pourrais C'est avoir pas ma un place. hasard. Ouais. Voilà. Et puis, donc, dans la foulée, j'ai lancé mon premier cours d'aquarelle, que c'était un cours pour les débutants. Euh, et voilà, et ça m'a guidée vers une nouvelle voie. Et puis, j'ai aussi d'autres idées, mais j'imagine qu'on en parlera un petit peu plus tard. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Bah oui. Alors, il y a une petite chose que tu n'as pas dite, c'est que tu habites en Espagne. Donc déjà, on reçoit une petite dose de soleil instantanément quand on dit ça. Oui, j'habite dans un petit village à côté de Barcelone. Voilà, depuis peu, en fait, j'ai déménagé en juillet. Mais tu habitais à Madrid, hein, c'est ça. Donc déjà, une petite dose de soleil aussi. Oui, oui, il fait très très chaud à Madrid. Là, c'est beaucoup plus vivable ici à Barcelone. Ouais, Et avant, on était à Londres. Donc Londres, pas du tout le même climat, ni la même ambiance. c'est Mais certain. c'était très chouette. Et voilà, puis niveau perso, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Rose, qui a 4 ans. Euh, voilà. Et j'ai un petit chat aussi. Parfait. Alors, raconte-nous pourquoi le mariage au départ, pourquoi un blog des mariages et comment petit à petit tu as transitionné, tu as ou transité, je ne sais pas comment dire. Tu es passé petit à petit et surtout quelle était ta formation initiale? Comment tu faisais quoi comme métier avant? Alors, en fait, j'ai enchaîné assez vite la fin de mes études avec Happy Chantilly, finalement. Mais j'ai fait des études très basiques. J'ai fait une licence de communication à la fac. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce, voilà, un master en école de commerce, spécialisée toujours en marketing communication. Ah ben, comme moi alors. Et tu n'as jamais exercé alors? Parce que du coup, quand tu dis que tu as démarré à Chantilly assez vite, ça veut dire que t'as réussi à en tirer une activité professionnelle rapidement ou tu as travaillé en étant salarié par exemple ou à ton compte à un moment donné? J'ai travaillé, oui, j'ai travaillé dans une banque en tant que chargée de communication interne.
Et après, j'étais dans une petite start-up, mais je suis vraiment pas restée longtemps. Et j'étais community manager. D'accord. Et ce sont des choses qui, finalement, avec le recul, m'aident beaucoup Oui. dans mon entreprise aujourd'hui. Et à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? J'aurais dû faire de l'art parce qu'en fait, je voulais vraiment faire de l'art. Voilà, au lycée, déjà, j'en parlais à ma conseillère d'orientation qui m'avait dit, mais l'art, c'est pas un métier, tu trouveras Ouais. pas de travail, tu vas pas gagner ta vie, etc. Et donc, j'avais un petit peu abandonné l'idée. J'avais regardé aussi combien ça coûtait pour faire des écoles d'art. J'avais vu qu'il fallait faire une remise à niveau, il fallait que je repasse un bac ou je sais plus. Enfin, ça me paraissait compliqué, cher. Donc, j'avais vraiment abandonné l'idée. Mais ça revenait en fait. J'avais cette Ouais. petite voix dans ma tête qui me disait, mais là, t'es pas à ta place, c'est pas ça. Je me rappelle, on est parti vivre à Londres avec mon chéri, bon, qui est aujourd'hui mon mari, mais à l'époque, c'est mon petit ami. On est parti s'installer à Londres. Donc là, à l'époque, j'avais qu'une licence. Et je me rappelle que j'étais mal et je me disais, écoute, je vais tout lâcher, puis je vais refaire un BTS parce que voilà, j'aime pas ça, j'aime pas la communication, c'est pas pour moi. Donc déjà, voilà, cette chose était là en moi et je sentais qu'il fallait que je fasse ça, mais je ne savais pas comment faire en fait. Ouais. Et c'est lui qui m'a conseillé de, voilà, tant pis, de continuer quand même mes études, de finir ce que j'avais prévu de faire. Et après, eh ben, je verrai bien voilà, comment ça se coupera. Et finalement, ce qui s'est passé, donc j'ai lancé mon blog Happy Chantilly parce qu'on était en plein préparatif de mariage et j'avais tellement d'idées. Tout le monde me disait, mais partage tes idées quelque part. Enfin, bon, donc là, je me suis dit, je vais lancer un blog. Donc j'ai lancé un blog. C'était vraiment que du mariage au début. Je partageais toutes les inspirations que je voyais. Enfin, voilà, un blog typique de mariage. Et en fait, j'ai commencé à chercher mes faire-part. Et je trouvais pas ce que je voulais. Je voulais les faire part avec des peintures. Je l'envoyais sur des sites américains, ça me plaisait énormément. Mais je trouvais pas ce que je voulais en France. C'était très moderne en fait quand on s'est marié. C'était l'époque, tous les trucs un peu, je sais plus comment ça s'appelle, un peu art baroque. Enfin, c'était pas vraiment ce que je voulais. Et puis les faire part en Amérique, moi, ça m'aurait coûté super cher de les faire Ah ouais, envoyer c'est avec les sûr. douanes, tout ça. Donc je me suis dit, bon, bah, vu que je faisais déjà un peu de peinture, je me suis dit, je vais essayer de le faire moi-même. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. D'accord. J'ai fait nos faire-part, je les ai publiés sur le blog. Et là, j'ai commencé à recevoir des mails de gens qui me disaient, tu pourrais me faire mes faire-part. Voilà. Donc, en fait, c'est mes lectrices qui ont eu l'idée pour moi, parce que moi, je n'aurais pas du tout pensé commencer comme ça. Oui, L'art, oui. en fait, me lancer dans l'art, et encore moins dans l'aquarelle, puisqu'à l'époque, j'ai commencé avec de l'acrylique, puis de la gouache, mais en fait, je la diluais tellement que c'était presque de l'aquarelle, mais je m'en rendais pas compte, évidemment, parce que j'y connaissais rien. Et voilà pour la petite histoire de mes débuts D'accord. d'affichant et de Donc là, on l'aquarelle. est, on est en quelle année? 2013-2014? Ouais, 2012 pour le blog. Ouais. Donc voilà, faire part en 2012. Mon mariage s'est déroulé en 2013 D'accord. et j'ai lancé ma petite boutique. Et donc, c'était une boutique Etsy à l'époque. Ma petite boutique Etsy en septembre 2013. D'accord. Ok, bon, bah, génial. Et donc, finalement, ça paraît si loin. Et mais est-ce que toi, tu te rends compte j'allais dire du poids des années, c'est très mal formulé, mais tu vois, du temps qui a passé, parce que ça fait quand même un paquet de temps maintenant, Ouais. ça fait 8 ans. Oui, je me rends compte du chemin parcouru et surtout ces dernières années parce que finalement, j'ai fait des faire-part pendant très longtemps. Et donc là, je faisais un peu toujours pareil. Et Hum. ça s'est accéléré là ces dernières années où voilà, j'ai changé, j'ai pris une autre voie. Et voilà, et là, je commence à voir qu'il y a eu un vrai chemin parcouru et bon, c'était pas très bien dit ça. Je Ouais, sais bah, pas si, trop si, comment chemin dire. parcouru, c'était mieux que poids des années dans tous les cas. Ok. Et alors, pendant cette période-là, est-ce que c'est une période où enfin, comment dire, comment s'est passée cette transition entre donc, le dernier boulot que tu faisais, c'était dans une start-up? Donc là, tu étais déjà en Angleterre? Non, non, on était à Paris à l'époque. D'accord. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on est parti vivre à Londres très jeune. Je suis avec mon mari depuis très longtemps. On est parti vivre à Londres. Moi, j'avais 19 ans ou 20 ans. D'accord. Et on est resté plusieurs années. Ensuite, on est rentré en France. On s'est mariés. On est resté 3 ans. Et on est reparti à Londres. D'accord. Ça s'est fait en Euh, 2 fois à Londres. D'accord.
Voilà, ça s'est fait même en 3 fois. On est revenu à Paris, on est reparti. Mais bon. Et alors, à quel moment tu as fait cette bascule? Est-ce que tu te souviens du moment où vraiment tu t'es dit, ah bah tiens, là, j'arrête mon CDI ou enfin, d'être salarié, et puis finalement, les faire-part que je crée, ça fait suffisamment, entre guillemets, pour avoir un salaire et dire, OK, je me lance à fond dans cette activité créative. Franchement, je pense que j'ai eu un coup de bol que j'ai lâché en fait l'activité que j'avais en septembre parce qu'on était à Paris et on avait prévu de toute façon de retourner à Londres. Donc, je savais que j'allais abandonner mon travail. J'ai lancé ma petite boutique Etsy et puis on est parti en lune de miel pendant un mois en Asie. Oh, Et trop bien. voilà, on a déménagé, on est arrivé à Londres. Et un mois après, j'avais un salaire en fait. J'avais suffisamment de commandes pour me faire un salaire. Oh, trop On en bien. était, on en était abasourdis avec mon mari. On était obligé de travailler tard le soir parce que bon, ça c'est les petits soucis de débutant, c'est que je n'avais pas d'imprimeur à la base, donc j'imprimais moi-même les faire-part. Et on était obligé de travailler très tard le soir avec mon mari parce que bah, ça prend un temps fou en fait. D'imprimer soi-même, c'est Bah oui, parce qu'il y a des quantités. voilà, c'est ça. Et surtout, je m'y attendais pas en fait. Je pensais que j'aurais peu de commandes au début Ouais. et j'avais cette pression de me lancer, de voilà, de pas avoir de salaire, etc. Donc, je voulais tout faire moi-même. Mm. Erreur de débutant. Voilà. Donc, j'ai fait mon site, j'ai tout fait moi-même. Et voilà. Et au bout de 2 mois, on s'est rendu compte que c'était plus gérable. Enfin, on se couchait à minuit le soir, on était crevés. Donc, j'ai cherché un imprimeur et ça m'a beaucoup facilité les choses. Mais oui, c'était une très bonne surprise parce qu'en école de commerce, on nous avait dit, voilà, quand tu te lances, il faut prévoir 2, 3 ans quoi, avant de se payer. Donc, ouais, ça avait été une bonne surprise. Je pense que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de choix de faire-part, mais à l'époque, des Mm. faire-part avec de la peinture, on n'avait pas beaucoup. Voilà, des petits artisans qui font les choses soi-même, etc. Voilà, c'était nouveau. Euh, Il y avait ça, plus le blog qui avait bien décollé et qui m'aidait en fait à trouver des clients. Et donc, c'était une super surprise. Et voilà. Donc, le début a été plutôt facile, on va dire, même s'il y a eu beaucoup de travail derrière. D'accord. Donc, il n'y a pas eu vraiment de moment charnière dans lequel tu as une décision un peu compliquée à prendre. Je pense qu'il y a plein de gens, enfin, j'ai régulièrement des témoignages, j'en avais encore un ce matin, qui me dit, bah, en fait, c'est génial, ça donne trop envie de se lancer, mais il y a je sais pas, ces moments où il faut prendre la décision de lâcher une activité à temps plein et puis de dire, bah voilà, allez, je sens qu'il y a quelque chose. Je regretterais de pas le tenter, mais en même temps, c'est compliqué en fait de se lancer, de lâcher prise et d'y croire et de dire là, il faut que je me mette à temps plein ou au moins à mi-temps ou etc. pour euh, pour y aller quoi en fait. Et c'est cette confiance qui est difficile à trouver pour plein de personnes. Ah oui, c'est sûr. Et je pense que, enfin, moi, j'ai eu le combo. De toute façon, il fallait que je lâche mon Ouais, activité parce qu'on repartait à Londres. Bon, et puis finalement, c'est arrivé au bon moment. Enfin, ouais. la chance là-dessus, ça a été vraiment une chance, je pense. Ouais, un bon alignement des astres. C'est ça. Et je parle souvent de synchronicité, mais quand la maison d'édition m'a contactée là pour le livre, ça faisait quelques mois que je disais je veux donner des cours d'aquarelle. Et ils m'ont contacté. Voilà. À ce moment-là, c'est fou, je trouve. La synchronicité est assez incroyable. Ouais. Et on parlera de Sennelier un peu plus tard, mais voilà, j'ai créé des kits avec Sennelier et je parlais de faire quelque chose pour les enfants. Et ils m'ont contacté pour dire voilà, on voudrait créer quelque chose pour qui soit accessible aussi pour les enfants. Est-ce que ça vous intéresse? Enfin, je trouve ça assez fou. Ouais, c'est dingue, c'est chouette. Mais et en plus dans ton blog, en fait, tu abordes finalement plein de sujets. Ça me fait penser à ça quand tu parles d'alignement des planètes, de synchronicité. Tu as enfin c'est un vrai blog. Je sais pas comment tu peux le définir. Lifestyle, ça fait très généraliste finalement, qui englobe plein de choses. Comment toi tu le définirais ton blog? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Mon blog, je le vois un peu comme un magazine, en fait, un magazine bien-être. Je parle Ouais. voilà, de développement personnel, de cuisine, de lecture, de séries, enfin vraiment de tout. Ouais. D'éducation un petit peu aussi. J'ai l'impression que
Ça a l'air clé dans ton approche aussi de la maternité, de l'éducation de ta fille. Oui, alors je partageais beaucoup sur le sujet. Je partage moins dernièrement parce que malheureusement, l'éducation, c'est un sujet qui est assez sensible. Et moi qui avais toujours eu une communauté très bienveillante, d'ailleurs, j'ai toujours une communauté bienveillante, mais là, j'avais quelques personnes un peu plus agressives, on va dire, qui venaient sur mon site, sur Instagram. Et voilà, je suis quelqu'un de très sensible. Donc, j'ai voulu me protéger. Je partage encore un petit peu, mais voilà, c'est moins engagé, on va dire, que ça Ouais. avait été quand elle est née et que je parlais beaucoup de maternage. Hum, d'accord. Bon, en tout cas, il y a toutes les archives qu'on peut aller consulter si on veut. Ouais. Voilà, oui, Voilà. oui, bien sûr. Aller lire avec bienveillance et effectivement, c'est toujours un peu compliqué de comprendre les motivations des personnes qui prennent du temps pour lire et dénigrer quelque chose qui a été fait, où tu peux simplement te dire, bah, si ça te plaît pas, tu passes ton chemin. Exactement. Oui, je pense il y a de la colère, il y a des choses derrière que bon, on ne Oui. peut pas toujours comprendre, mais voilà. Mais Mm. après, c'est difficile de le recevoir, nous, derrière notre écran. Donc, voilà. Ouais. Ok. Et ton blog, tu prends toujours autant de plaisir l'alimenter, à créer du contenu? Parce qu'aujourd'hui, en 2021, tu vois, c'est fait. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il y a une vague de reprise en main des blogs. Toi, voilà, comment tu le vis, ce blog? Je trouve qu'Instagram est venu un petit peu, oui, faire de l'ombre, on va dire, au blog. Ouais. J'avais beaucoup de commentaires, par exemple, avant. Et maintenant, les gens vont aller commenter, mais en fait, en privé sur Instagram pour me dire, tiens, j'ai lu ton article, mais ils vont plus laisser des messages. Mais moi, j'ai vraiment besoin de mon blog. Mm. J'aime beaucoup écrire, en fait. C'est vraiment l'autre activité à côté de l'aquarelle que j'aime. J'aime écrire, j'aime réfléchir, penser à des sujets et ensuite, voilà. Par exemple, dernièrement, j'ai écrit un article sur l'essentialisme. C'était un sujet qui m'intéressait beaucoup. J'ai passé plusieurs mois à lire des livres sur le sujet. Enfin, voilà. Quand j'étais jeune, je voulais être journaliste et je pense que c'est resté. J'ai besoin d'avoir cette activité-là. Et puis, bon, même si je parle un petit peu aussi d'aquarelle, ouais, j'ai Oui. besoin d'avoir d'autres sujets. Ouais, ouais, d'accord. Oui, parce que finalement, sur ton blog, c'est vraiment toi dans ton entièreté, quoi. Et c'est pas uniquement, je vous montre des choses autour de l'aquarelle pour vous donner envie de m'acheter des choses à l'aquarelle, quoi, des faire-part ou mon cours, mon livre, C'est etc. ça. Non, non, oui. Je veux pas faire un blog commercial pour vendre Hum. mon activité, ça m'intéresse pas. Et comme je disais plus tôt, à la base, c'est quand même mes études, hein, de faire de la communication, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je sais pas bien faire les choses. J'ai essayé hein, voilà, de lire des choses sur le marketing. Par exemple, j'ai créé une liste mail il y a seulement 2 ans. Enfin, je suis nulle pour ça. Et créer, enfin, écrire mes mails pour la liste mail, etc., pour essayer de vendre mes cours. Ouais. J'ai beaucoup, beaucoup de mal, en fait. J'aime bien faire les choses spontanément. Bon, je sais qu'il faudrait que je m'améliore sur ça ou peut-être que je trouve quelqu'un pour m'aider parce que... Ouais, mais en plus, je trouve que c'est difficile quand effectivement tu as le sentiment de devoir te forcer. Je trouve que des fois aussi sur Instagram, tu sais, on se met une certaine pression soi-même et que quand finalement on a l'impression de plus subir les choses, de devoir publier, vous m'avez pas vu, mais j'ai mis des guillemets, de devoir publier, du coup on en perd un peu le plaisir. Mais en même temps, si justement on considère qu'il faut se forcer, c'est dommage, quoi. Et peut-être qu'en fait, ça veut dire qu'il faut arriver à développer une communauté d'une autre manière. Tu vois, toujours se forcer, c'est compliqué. Oui, et puis ça sonne faux. Ouais, Je pense que les personnes qui lisent et qui suivent, que ce soit sur Instagram, sur des blogs, si on le fait juste pour vendre quelque chose, pour le marketing, ça oui, se oui, sent. c'est sûr, parce que justement, on a besoin d'authenticité, et c'est aussi ça qu'on aime justement sur les comptes qu'on suit sur Instagram, les stories, etc. Où déjà, quand on voit que par exemple, les stories, quand on voit qu'elles sont pas faites sur Instagram, bah, tout de suite, il y a un côté effectivement donc plus travaillé, évidemment, et limite, effectivement, presque plus commercial, quoi. Je sais pas si tu vois, des fois, ça te fait ça, où tu tombes Mm. sur une story, et puis ça se voit tout de suite, parce que, alors, dès qu'on anime un compte et qu'on utilise les stories de manière un peu fréquente, on voit bien ce qu'on peut faire avec les stories et ce qu'on peut pas faire. Donc, quand on voit qu'on a des images super jolies, des stories super quali, etc.,
généralement, c'est pas fait avec les fonctionnalités natives d'Instagram. Et donc, tout de suite, ça donne une autre approche, je trouve, finalement, quelque chose de, oui, de moins, un petit peu moins authentique. Voilà. Après, c'est vrai que c'est très agréable à voir, parce que du coup, c'est bien plus léché, c'est bien plus travaillé, etc. Mais voilà, il faut faire. Enfin, je pense que c'est toujours trouver un équilibre finalement entre s'écouter ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de montrer, parce que c'est pareil, Instagram, c'est quand même juste le temple de se montrer, mais justement de choisir là où on met le curseur. Voilà, et à côté, voilà, trouver toujours le juste milieu entre je m'écoute et en même temps, j'essaye de me servir de la force d'Instagram pour développer une activité quelle qu'elle soit. C'est ça, ouais. Je pense que c'est vraiment important de trouver juste le milieu, de garder le côté authentique, sincère. Et oui, de temps en temps, on a des choses à vendre et dans ce cas-là, eh bien, voilà, il faut parler de son activité, chose que j'avais beaucoup de mal à faire au début. Mais voilà, c'est important de Oui, c'est trouver le ça, juste parce que milieu. tu vois, moi, ça me fait ça aussi pour quand je parle de Tipeee. Mon compte Tipeee sur lequel j'invite les personnes qui me suivent et qui apprécient le podcast à laisser donc un tip, un pourboire. Et c'est vrai que souvent, oui, tu as l'impression, en fait, c'est pas d'en faire trop, mais euh, comment dire, que c'est. Enfin, je trouve effectivement que c'est pas un moment hyper agréable, en fait, où tu te vends. Alors que évidemment, t'es obligé d'en passer par là. Mais en même temps, tu vois, des fois, tu le fais un peu dans la douleur, quoi. Je sais pas si ça te fait ça. Complètement. Je trouve ça hyper difficile. Là, quand je parle par exemple de mes cours d'aquarelle, toute la partie où je vais raconter comment j'ai fait le cours, qu'est-ce qu'il y a dans le cours, j'adore. Mais alors la partie où je vais devoir dire combien ça coûte, etc., je déteste. Je déteste ça. Ouais. Je me sens mal, voilà. Alors que je vole pas l'argent des gens, hein, ils ont le choix. Mais malgré tout, je me sens mal en fait. J'aime pas ça. Après, je pense que c'est une question de personnalité aussi, hein. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec ça, qui sont très commerciales. Moi, comme je disais, je préfère être derrière mon écran à rédiger des textes que être en train de vendre des choses. Ouais, c'est sûr, mais tu vois, dans le milieu créatif, j'ai quand même l'impression que toutes les créatrices et les créateurs sont quand même tous un peu fondés, enfin basés sur le même modèle, avec tous quand même cette difficulté à se vendre. Tu vois, tu es typiquement, tu as une activité commerciale qui n'a rien à voir, tu vas mettre le prix en fait de tes prestations ou de tes produits, etc. Et c'est encore plus facile que si c'est quelque chose qui n'est pas fait par toi, tu vois, qui ne vient pas de toi. Mais dès lors que c'est quelque chose que tu as produit toi, donc par exemple dans un travail artistique, artisanal, etc., j'ai l'impression qu'il y a plus cette gêne d'afficher un prix. Tu vois, la plupart du temps, en story, quand il y a quelqu'un qui a quelque chose à vendre, la personne ne va pas mettre le prix. Alors qu'en fait, euh, quelque part, c'est embêtant parce que tu pourrais te dire, ah bah, en fait, ça va être trop cher. Donc, tu ne vas pas franchir l'étape d'aller regarder le lien qu'on t'envoie, qu'on te propose pour aller découvrir davantage d'informations sur ce qu'on te propose. Et donc, tu ne vas pas le faire parce que potentiellement, tu vas avoir une mauvaise idée, une mauvaise représentation, une mauvaise perception finalement du prix de la prestation. Et donc, que ce soit une formation, un produit fini, je sais pas, un atelier, etc., tu vas te dire, ah oui, mais non, mais ça, c'est trop cher, c'est pas pour moi. Et alors que finalement, si tu vois, si on communiquait bien plus facilement sur les prix, peut-être qu'on vendrait davantage et que en fait tout le monde serait plus à l'aise. Mais tu vois, bon, peut-être que c'est très français. Tu vois, il y Ah a une oui, oui, je suis certaine d'accord avec pudeur toi. aussi liée déjà à l'argent, qui fait que ouais, on a quand même vachement de mal à afficher les prix. Alors que tu vois, tu vas dans un rayon de n'importe quel magasin, qui n'est pas le prix, ça t'embête en fait. Parce que tu te dis, bah en fait, je ne sais pas combien ça coûte. Et évidemment, c'est pas gratuit. Donc, Ah ouais, moi, j'aurais tendance, évidemment, c'est pas simple, c'est compliqué, mais j'aurais que tendance quand même à vous pousser à mettre les prix, à afficher les prix. oui, et puis je te rejoins vraiment sur le point, si on le fait, si on commence à être plusieurs à le faire, eh bien, ça nous paraîtra plus normal, ça sera plus C'est vrai. facile de le faire en fait. Ouais. Et puis, comme tu dis, il y a un côté très français à ça. Je vois en rencontrant
Là, notamment, on a rencontré des Américains qui, bon, eux, ils n'ont aucun souci à parler d'argent. On a vraiment une pudeur par rapport à l'argent qui est, en France, qui est assez, Oui, voilà, et comme assez si poussée. en gagner suffisamment d'argent pour que ce soit plus un sujet, comme si c'était une honte, quoi, finalement. Tu vois, moi, dans le podcast, je parle jamais, enfin, on parle d'argent, mais sans parler de montant. Et parce que moi, je veux pas que les gens soient mal à l'aise dans un sens ou dans un autre, mais en même temps, tu vois, il y a toujours cette petite question qu'on m'avait posée surtout au début, un peu moins maintenant, mais bah, ça veut dire quoi en vivre en fait? Et évidemment, le montant que chacun va définir comme étant suffisant pour en vivre et être heureux de faire l'activité qu'on en fait pour l'argent qu'on en gagne, évidemment, ça c'est propre à chacun. Et donc, c'est pour ça que de toute façon, je pense que ça avancerait quand même finalement pas grand-chose de dire, bah oui, j'en vis, je gagne 2 000 euros, 5 000 euros par mois, etc. En plus, parenthèse, évidemment, on sait très bien que tous les mois sont pas équivalents, hein. C'est pas comme quand on est salarié où on sait à peu près le Oui, ça, salaire c'est qu'on va sûr. avoir tous les mois. Là, dans le cadre des créatrices, la plupart du temps, je pense que c'est quand même très variable, très fluctuant. Et il y a toujours ce souci, en fait, parce que c'est pas une précarité, parce que tu es actrice, en fait, de ton activité professionnelle. Mais ça peut être un sujet si tu as peur d'en manquer, et ce qui est globalement forcément le cas, quoi. J'ai l'impression que, tu vois, en plus dans un monde enfin, comme dans lequel on vit aujourd'hui, où il n'y a rien de certain. Enfin, on l'a bien vu, il y a plein d'activités qui se sont arrêtées avec le Covid, et donc voilà, il y a même des salariés qui sont salariés depuis 20 ans, dans une situation super stable, etc. Ça peut s'arrêter. Donc voilà, on a ce rapport à l'argent qui est compliqué. Et donc si vous aussi vous vous posez la question de euh, est-ce que cette personne a envie, euh, je pense que la bonne question à se poser, c'est plutôt de dire bah, combien moi j'ai besoin d'argent pour vivre tous les mois et d'être sereine par rapport à ça. Et voilà, c'est sans doute, Ouais. enfin, ça apportera un peu plus d'eau au moulin de votre réflexion, plus que de dire, ah oui, mais tu vois, combien ça représente finalement pour certaines personnes, etc. Ah oui, parce que c'est hyper subjectif, Ouais, comme tu ouais, dis. ouais. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est compliqué aussi des fois de se lancer, tu sais, quand on est dans une période de sa vie où on a justement déjà un certain revenu et tu te dis, encore une fois, quel que soit ce revenu, tu te dis, ah oui, mais alors donc il faut que je passe de 0 euros de mon activité créative aujourd'hui à, je dis n'importe quoi, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 5 000 euros par mois. Et j'ai le sentiment, enfin, c'est probable que je me trompe. Et tu vois, je me dis, bah oui, mais alors quand tu gagnes 1 500 euros, c'est plus facile de se lancer parce que tu gagnes 1 500 euros, alors que si tu gagnes 3 000 euros, bah forcément, la marche est plus haute, entre guillemets. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Je me dis, tu vois, sans doute que je me trompe, et qu'il y a sans doute encore plein d'autres choses, plein d'autres freins. Mais moi, c'est un peu le raisonnement que j'ai aujourd'hui. Ah, moi, j'ai vu plein de cas de figure différents, hein. Des personnes qui se sont lancées après plusieurs années à lancer leur activité artistique en même temps que leur travail. D'autres qui ont tout lâché, qui se sont lancées sans... Je pense que là aussi, il y a une question de personnalité. Il y a aussi le fait Mm. de est-ce qu'on vit seul ou est-ce qu'on est avec quelqu'un? Parce que moi, j'étais déjà avec mon mari qui, lui, m'a soutenue, m'a dit, écoute, vas-y, je te soutiens. Donc, voilà, quand on a C'est aussi... clair. Mm. un deuxième salaire, c'est plus facile. Enfin, ça dépend beaucoup des circonstances. Puis moi, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas encore d'enfants, pas de prêt. Enfin, j'étais dans des conditions Ouais, idéales pour me lancer. Je pense que c'est plus difficile. Ça serait plus difficile aujourd'hui ouais. hein, avec ma fille. Et je l'ai vu d'ailleurs là, quand j'ai commencé à lancer mon activité de cours, etc., d'écrire mon livre avec ma fille qui était encore à la maison, elle n'avait pas commencé l'école, elle avait 2 ans. Euh, Là, c'était beaucoup plus difficile de Ouais. me lancer dans un nouveau projet. Et là, effectivement, il n'y avait pas cette pression de l'argent, entre guillemets, c'était simplement plutôt de trouver cet équilibre dans ta vie de femme, à la fois côté famille, côté professionnel, où du coup, tu as des projets et Ouais, effectivement, ils peuvent être un peu challengés par le contexte, quoi. c'est ça, clairement.
clairement. J'ai eu d'autres propositions pour des projets qui me paraissaient sympathiques, mais que j'ai refusé parce que j'avais ma fille et que je ne pouvais pas tout gérer, quoi. Et ça, c'est une question c'est vraiment une question de priorité. Je sais que c'est une période de ma vie où ma fille est petite, elle a 4 ans et que ça reste ma priorité. J'ai appris aussi à gérer mon temps de travail parce que avant qu'elle arrive, je pouvais travailler n'importe comment, le soir, le week-end. Depuis qu'elle est là, c'est non négociable. Je ne prends pas de rendez-vous tard, je ne travaille pas le week-end, sauf vraiment grosse exception, mais sinon, voilà. C'est une autre façon Oui. de travailler aussi, hein. Je pense que c'est comme ça, hein. Moi, je suis moins rigoureuse, je pense. Tu vois, quand est-ce que... donc, on est jeudi, mardi, j'ai enregistré un épisode à 20h. Parce que même... Donc, tu vois, ça fait 20h, Ouais, 22h, parce qu'après, on a papoté un petit peu. Ouais, Bon, après, moi, j'ai les deux activités en parallèle, hein. J'ai mon activité professionnelle et où je suis à plein temps. Donc, je jongle forcément. Pour l'instant, ça ne me coûte pas. ouais. Et puis, mes filles sont grandes. Donc, voilà. Elles étaient en train de regarder un film avec leur papa. Je leur ai pas vraiment manqué pendant cette période-là. Ouais, là, ouais, je pense que c'est plus facile quand ils sont plus grands. Là, c'est vrai que 4 ans, c'est encore compliqué de lui dire non, tu peux pas venir quand mamie est au téléphone avec un client. Non, tu peux pas venir quand je fais un live. Voilà, bon, elle veut venir et elle débarque. Donc maintenant, je dis non voilà. Ouais. Si elle n'est pas à l'école, c'est pas possible. Sinon, Ouais, ça me c'est ça. rajoute du Mais tu stress. vois, je trouve ça chouette, justement, ensuite de se dire, bah, ça fait partie de l'équilibre de vie et de ton projet de vie, enfin, de votre projet de vie, de dire aussi bah, que tu prends le temps, en fait, d'être avec ta fille et justement, de lui consacrer un maximum de temps. Tu sais, enfin, je vais pas parler de généralité, mais de mon cas. Moi, j'ai toujours ressenti une petite culpabilité. Bon, c'est le lot de tous les parents, et puis enfin, souvent les mamans aussi, c'est un trait de personnalité. Mais une petite culpabilité quand même de dire, ah bah, j'ai pas mis mon activité professionnelle en pause pendant qu'elles étaient petites. Et parce que je le voyais comme ça à ce moment-là. Et c'est pas que je le regrette, hein, je le regrette pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que c'est le temps qui passe aussi, où je me dis, en fait, c'est maintenant quand même qu'il faut que je prenne le temps d'être avec elle, etc. Alors, je dis ça, mais en même temps, j'ai quand même, j'étais à 80% en congé parental pendant 3 ans pour ma deuxième fille, parce qu'économiquement, c'était possible aussi, etc. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que il faut pas trop qu'on culpabilise non plus de pas toujours être les mères parfaites, telles qu'on aimerait l'être, etc. Mais que par contre, si c'est important pour soi de justement prendre ce temps, essayons de le faire, quoi. Et voilà. Et donc de pas à la fois, tu vois, culpabiliser les mamans qui ont fait le choix de rester à la maison avec leurs enfants et donc de vraiment de profiter des enfants à fond et en même temps de pas à l'inverse tu vois trop stigmatiser les mamans qui ont dû jongler avec tout ça et puis qu'on fait comme elles ont pu et puis voilà dans le contexte du moment quoi. Parce que tu vois moi j'ai le sentiment que tu Mm. es hyper présente avec ta fille et moi si je fais le parallèle avec moi à la même époque tu vois quand elles étaient plus jeunes je pense que je l'étais pas autant quoi. Donc du coup je me dis bon bah maintenant j'essaie de le faire un peu plus aujourd'hui. Toi j'ai commencé là depuis quelques mois à prendre mes mercredis après-midi de temps en temps avec elle pour justement ralentir un peu le rythme et puis bah, simplement être avec elle en fait. Et voilà. Et donc, en fait, même si on l'a pas fait quand ils étaient plus petits, on peut aussi le faire après. Bah oui, bien sûr. Mais on n'a pas toute la possibilité de le faire aussi. Oui, il y a toujours un contexte qui est propre à chacun. Et je crois que le mot-clé, c'est surtout le choix, en fait. De se dire, bah, j'ai choisi telle situation, quoi. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, mais j'ai choisi. Oui, puis on n'a pas toute envie aussi. Enfin, moi, j'ai des copines qui me disent, moi, je ne pourrais pas faire ce que tu as fait. Je me suis arrêtée 2 ans, du coup, pour Rose. Bon, au bout des 2 ans, clairement, j'avais vraiment besoin de reprendre mon activité. Voilà, j'en avais envie. Mais je peux comprendre aussi que oui, c'est difficile hein, d'être toute la journée avec un enfant en bas âge et qu'on n'a pas forcément envie de le faire.
Et il y a, voilà, Ouais, c'est je sûr. pense qu'il faut s'écouter, en fait. Ouais, ouais. Effectivement, tu as raison, hein. C'est pour ça que je disais aussi au début que je ne l'avais pas fait davantage. Après, à l'époque, j'avais 20 jours de RTT par an. Donc, voilà, j'avais quand même beaucoup de RTT que je posais tout le temps. Enfin, voilà, j'étais quand même très, très présente. Mais ouais, il y a toujours cette petite part, tu vois, cette petite voix où tu te dis, ah, bah, j'aurais pu faire plus, etc. Bon. Mais Moi, je me suis dit, j'aurais pu faire plus aussi. J'aurais pu attendre qu'elle commence l'école, parce que finalement, on avait pris une nounou pour la dernière année. Elle était encore à la maison, mais du coup, j'avais une nounou qui venait 4 heures par jour à la maison. Et c'est comme ça qu'elle a appris l'espagnol, du ouais. coup. Et je me suis aussi dit, j'aurais pu ne pas prendre la nounou la dernière année et continuer à m'en occuper. Voilà. Je crois qu'on arrive toujours à se dire qu'on peut faire plus, Ah hein. ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est bien que tu dises ça. Ça me rassure. Mais oui, tu as raison, parce qu'effectivement, tu pourrais bien être toute la journée H24 avec tes enfants qui te diraient encore, tu sais, les 2 heures que tu prends pour aller faire un truc pour toi, tu vois, manger avec des copines ou quoi. Ah, mais maman, pourquoi tu t'en Bah oui, vas? oui. Bah, attends. Par contre, je me suis vraiment rendu compte depuis que j'ai repris mon activité que c'est plus facile pour moi d'être présente avec ma fille, d'être patiente, etc. Parce que justement, j'ai la possibilité d'avoir du temps pour moi, de faire ce que j'aime, voilà, de travailler. Quand j'en ai marre et que j'ai besoin d'avoir un petit peu de temps avec des copines, je dis à mon mari, écoute, tu t'en occupes. Là, j'ai besoin de mon temps de maman. Et ensuite, je suis plus disponible. J'ai envie de jouer avec elle au Polly Pocket, de faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire. Je vais le faire plus facilement, on va dire, que lorsque je passais toute la journée avec elle. Ça, c'est certain. Oui, parce qu'effectivement, et des fois, jouer aux jeux d'enfants comme eux, ils ont envie de jouer. C'est Pouf. pas possible. Autant moi, j'adore jouer au Uno et compagnie, mais alors, les regarder jouer avec leur Lego, bon. Nous, on est dans la période des jeux de rôle, donc les petites Polly Pocket, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, 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 Et je vois. voilà, et on va faire 50 fois le même scénario. Et elle va au restaurant, et elle va manger ça, et allez, on recommence. Est-ce qu'elle peut manger des frites cette C'est fois-ci? ça. Bon, après, ce qui est top par contre, c'est que Rose, elle aime beaucoup faire certaines choses que j'aime faire aussi. Elle aime faire la cuisine avec moi, elle aime faire de l'aquarelle. Ça, c'est des moments super chouettes. La lecture aussi. Voilà. J'ai trouvé des activités quand même qu'on peut faire ensemble et on prend du plaisir à deux, ce qui est super. Et Oui, là, comme elle grandit, voilà, on peut faire plus de choses, avoir des discussions. Ça commence à être vraiment sympa à cet âge. oui, oui, voilà, progressivement, il y a plus d'interactivité, c'est sympa, ouais, c'est sûr. Ok, ok. Alors, ce projet de livre, pour revenir à ce dont tu nous parlais tout à l'heure, il y a 2 ans, est-ce que c'est avec Créa Passion, si j'ai bonne Oui, mémoire? c'est ça, c'est Création. Donc, il est sorti il y a combien de temps? Sorti, ils m'ont contacté il y a 2 ans, donc il est sorti à la rentrée de l'année dernière. Ah oui, donc ça fait déjà un an. Ah ouais, tu vois, Ouais, ouais. je pensais plus autant. Quel regard tu as sur cette expérience, donc un an après la sortie du livre? Bah écoute, une super expérience, hein. Ça a été un gros challenge. C'est comme je disais, j'avais ma fille à la maison. Ouais, Donc certes, j'avais une nounou, mais bon, elle venait que quelques heures. Et puis, bah, ma fille était là. Donc il y avait des fois, je prenais les photos du livre avec ma fille dans les pattes. ouais. Donc c'était vraiment un gros challenge, mais j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a poussée à sortir du sujet des fleurs, parce qu'à l'époque, je peignais beaucoup, beaucoup des fleurs. Et la maison d'édition m'a demandé en fait de faire un livre assez général sur l'aquarelle. Donc, ils voulaient que j'aborde différents thèmes, et notamment les paysages, chose qui me faisait très peur à l'époque. Ouais. Euh, voilà. Donc, en fait, ça m'a fait évoluer dans ma pratique de l'aquarelle. Ça m'a poussée à sortir de ma zone de confort. Et c'était une très bonne chose pour moi. Je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu enfermée dans mes faire-part. Je faisais un peu toujours la même chose. J'ai resté vraiment dans ma petite zone confortable. Et voilà, ça m'a fait progresser et ça m'a poussée du coup à me lancer dans mon activité de cours, de cours d'aquarelle. Et voilà. Mhm. Pendant que j'écrivais en fait mon livre, j'ai organisé mon premier atelier à Madrid avec des mamans en fait qui voulaient se lancer à l'aquarelle. C'était super Ouais. sympa. J'avais prévu de continuer et puis finalement le Covid est arrivé, donc je n'ai pas pu continuer. Mais c'est voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi. Je suis en train de voir si je peux organiser des petits cours ici dans notre village, sûrement avec des enfants, parce que c'est une activité que j'aimerais faire un peu plus, travailler avec des enfants.
Et puis aussi avec des parents, mais là, ça serait plus cool, ça serait du wine and paint avec les expats qui sont ici, parce que j'ai pas un niveau d'espagnol encore suffisamment bon pour donner des cours en espagnol, mais je pense en donner pour les expats qui sont... Ouais, à Barcelone, c'est assez. Je trouve plus le mot international. Ah oui, C'est assez. tellement Il y international, a, même dans notre petit village. Bon, je dis pas le nom du village parce que je veux garder ça privé, mais dans notre petit village, en fait, il y a énormément d'expats aussi. Donc, Ah ouais, d'accord. c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Ça nous rappelle un peu notre vie à Londres, qui est une ville très cosmopolite et on aime beaucoup ça. Cosmopolite, c'était le terme que je cherchais. D'accord. Est-ce que tu te verrais faire un deuxième livre? Est-ce que c'est dans les tuyaux, dans les projets, dans les envies? Ou là, un seul, ça suffit? Honnêtement, je sais pas. Ça dépendrait du sujet. Mais par contre, pour ce qui est de l'illustration, pourquoi pas? En fait, c'était ça dont je voulais parler tout à l'heure. J'ai été contactée plusieurs fois l'année dernière pour illustrer des livres pour enfants. D'accord. Et j'ai dû refuser parce que j'avais d'autres projets en cours et j'avais pas le temps, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est une idée qui me trotte dans la tête. Voilà, j'ai eu une autre proposition récemment. Je ne sais pas si ça va aboutir, mais vu que j'ai eu plusieurs fois des propositions sur ce thème-là, c'est vrai que j'ai un style qui peut convenir en fait à l'illustration. Pour livre d'enfant, ouais. Donc un deuxième livre, je ne sais pas trop. Il faudrait que ce soit sur un sujet qui me fait envie. Voilà, pour l'instant, c'est pas du tout dans les cordes, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra. Ouais, d'accord. Après, il y a eu donc ce projet avec Sennelier pour créer des coffrets d'aquarelle. C'est ça. Comment ça s'est goupillé? C'est Sennelier hein, qui t'a contacté directement? Oui, c'est Sénélé qui m'a contactée pour un premier projet, faire de la vente de petits carnets d'aquarelle. Donc, je devais faire des aquarelles pour les aider à les vendre en magasin. Donc, c'était une mise en condition en fait du carnet dans les magasins. Je ne sais pas si c'est très clair du coup, mais bon. Ils m'ont contacté pour ce projet-là et puis dans la foulée, ils m'ont dit que voilà, ils cherchaient quelqu'un pour faire des kits d'aquarelle pour les débutants et il fallait que les thèmes soient adaptés pour les enfants puisqu'ils aimeraient rendre l'aquarelle accessible à tous. Et c'était voilà, quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment puisque je fais de l'aquarelle avec Rose depuis qu'elle a 2 ans et demi. Mhm. Donc, régulièrement de l'aquarelle toutes les deux, elle aime beaucoup ça. Et moi, pour moi, c'est vraiment des moments très spéciaux avec elle. Mhm. Forcément, c'est ma passion, donc la voir peindre à l'aquarelle, c'est voilà, c'est Ouais, c'est génial. génial. Voilà, et puis moi, j'aurais bien aimé, petite, je pense, pouvoir en faire avec mes parents, mais c'était pas Mhm. vraiment leur truc. Donc, voilà. Ok. Et donc, il y a aussi la formation que tu as lancée. Ça, c'était il y a combien de temps? Je me souviens plus bien. Peut-être il y a un an et demi ou un an? Oui, c'est ça. J'ai lancé mes cours d'aquarelle en fait l'année où j'écrivais mon livre. Puisque D'accord. comme j'étais en plein dedans, j'étais en train de partager les bases de l'aquarelle sur mon livre, je me suis dit, bon, bah, je vais lancer un cours en même temps, vu que je suis dans ce sujet-là. Et c'était pas évident, mine de rien, parce que comme ça faisait plusieurs années, je ne sais plus, 6 ou 7 ans que je faisais de l'aquarelle, c'était pas évident de me remettre à la place de quelqu'un Ouais, qui d'un débute. débutant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Mon éditrice me disait, mais regarde ça, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Enfin, bon. Donc ça m'a vraiment en fait appris à me remettre à la place d'un débutant. Et voilà, et je me suis dit, bah, pourquoi pas profiter de l'expérience de la rédaction de mon livre pour transmettre ça sur une plateforme en ligne avec des vidéos. Parce qu'un livre, c'est bien, c'est un super support, mais je trouve que les vidéos, c'est important aussi, parce qu'on voit la personne peindre, on voit le geste. Voilà, Ouais. donc j'ai sorti le premier cours vidéo l'année dernière, c'était les bases de l'aquarelle. J'ai fait d'autres petits cours dans l'année, des petits ateliers gratuits. Et j'ai lancé un autre cours sur les paysages. Donc ça, c'était un sujet en fait qui était important pour moi, puisque quand la maison d'édition m'a contactée et qu'ils m'ont dit qu'il fallait que j'inclue au moins 2 paysages dans le livre, franchement, j'étais mal. Je me suis dit comment je vais faire, parce que on me demandait régulièrement de faire des paysages pour mes faire-part. Hum. Mes clients me demandaient de faire des paysages et franchement, je trouvais ça très compliqué. J'arrivais pas à mettre ma personnalité, je copiais à chaque fois la photo. Je voulais mettre Hum. tous les éléments, toutes les couleurs. Enfin, j'arrivais vraiment pas à interpréter. Chose que j'arrive à faire avec d'autres sujets, mais ça, j'y arrivais pas.
Et donc, vu que j'ai réussi à relever, entre guillemets, le challenge pour mon livre, en tout cas, bon, moi, j'étais assez contente du style des paysages. Je me suis dit, bon, je vais ensuite lancer dans la foulée ce sujet-là pour montrer comment mettre sa personnalité dans les paysages à l'aquarelle. Vu que ça avait été mon challenge, donc j'ai profité aussi de ma petite expérience là pour le livre, pour faire cet autre cours qui a été lancé du coup en avril de cette année. Et là, j'ai mon nouveau cours qui va sortir du coup la semaine prochaine. Et ça va être un cours pour les enfants. Donc là, ça sera pour les enfants à partir de 8-10 ans à peu près, qui pourront suivre seuls le cours. Et pour les plus petits, par contre, je conseille de le faire avec les parents. On m'a déjà posé la question, est-ce que je vais faire un cours pour les plus petits? Je teste en ce moment avec ma fille, mais c'est moins facile, je trouve. Ouais. Surtout sur une plateforme en ligne, en fait, parce que du coup, c'est des Oui, de ne vidéos. pas être à côté, ouais. Je réfléchis à l'idée pour les plus petits, mais ça serait plus pour les parents qui montreraient à leurs enfants, ou je ne sais pas encore trop. Je trouve ça compliqué comme sujet. Ouais, c'est certain. Ok. Et comment tu abordes le sujet de la concurrence? Parce que, tu sais, des fois, on peut aussi se dire, ah bah mince, il y a déjà quelqu'un qui a fait quelque chose sur le sujet que j'aimerais aborder. Alors que, tu vois, vu de loin, tu te dis, oui, bah, de toute façon, il y a toujours, en fait, de la concurrence sur un marché. Mais est-ce que toi, ça a pu te freiner à un moment donné de te dire, bah, il existe typiquement d'autres livres sur l'aquarelle, il y a d'autres cours d'aquarelle, il y a d'autres personnes qui font des ateliers gratuits, il y a d'autres, etc. Tu vois, est-ce que ça a été un frein à un moment donné pour toi? Ou finalement c'est plutôt un moteur pour te dire oui bah je peux faire mieux ou aussi bien ou j'ai ma propre personnalité, j'ai mon propre style et forcément ça va plaire aussi. Bah, écoute, ça, c'est un sujet qui est revenu énormément lorsque j'ai lancé mon activité de faire-part, en fait. Ah ouais. Quand j'ai lancé l'activité de faire-part, vu que j'étais jeune, que j'avais peu travaillé, la plupart de mon entourage, alors je parle pas de mon entourage direct, mais des connaissances qui me disaient, mais en fait, il y a plein de faire-part déjà. Enfin, la plupart des gens voyaient ça comme un hobby, en Ouais. fait. J'allais jamais pouvoir en vivre. Et je pense que pourquoi ça a marché, c'est parce que je mettais ma personnalité dans mes faire-part. C'était ma patte. J'essayais pas de copier ce que faisaient les autres. Et je pense que c'est comme ça que ça marche. Et donc, je me suis pas trop posé la question, que ce soit pour le livre, pour les cours, puisque je me suis dit, je vais faire comme pour mes faire-part. Je vais pas essayer de faire ce que font les autres. Je vais faire ce que moi, ce qui me parle. Donc, c'est pour ça que je te disais pour le cours sur les bases. En fait, j'ai parlé des difficultés que moi j'ai rencontrées lorsque j'ai dû écrire mon livre sur les bases de l'aquarelle. Pour les paysages, c'est la même chose. J'ai rencontré des difficultés par rapport aux paysages et j'ai parlé de ça dans mon cours. J'ai partagé ce que j'ai appris moi. Et je suppose que oui, bien sûr que des personnes qui écrivent des livres, qui font des cours, vont avoir certaines problématiques qui seront similaires, mais ça ne sera pas la même personnalité, ça ne sera pas le même style. Et voilà. Donc la concurrence, c'est cool en fait que du coup tu la vives pas comme ça parce que je trouve que des fois ça peut être un peu paralysant, tu vois, ou de se dire ah bah, il faut absolument que je lance mon truc hyper rapidement de peur que l'idée soit déjà prise et que j'arrive trop tard entre guillemets. Donc c'est chouette si tu l'as pas vécu comme ça, c'est cool. Ouais, comme je te disais, en fait, j'écoute vraiment ma petite voix intérieure, comme je dis. Et quand je sens que voilà, là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, oui, c'est un moteur de voir qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, voilà, qui arrivent à faire ces choses-là, mais c'est jamais un frein pour moi. Enfin, je suis beaucoup d'Américaines, en fait, qui font des trucs géniaux. Je trouve que les Américains sont toujours en avance sur nous, en France. Et voilà, et à chaque fois que je les vois faire voilà, des choses que j'admire, je me dis que bah, pourquoi pas moi, en fait. Ouais. Ça me fait penser, tu connais le podcast qui s'appelle Pourquoi pas moi? Parce qu'elle parle de sa petite voix intérieure. Ah non. Ah bah c'est trop marrant parce que j'aurais mis ma main à couper, tu vois, que du coup tu connaissais. Attends, il faut que je le note. Il faut que je le note parce que j'aime bien écouter des podcasts. Et ben c'est très orienté reconversion professionnelle. Et justement d'écouter la petite voix intérieure qui dit pourquoi pas moi? Ouais, là, clairement, ma petite voix intérieure me disait, là, les faire part, tu tournes en rond, tu fais toujours la même chose. Ouais. On va faire autre chose.
ça fait peur de faire autre chose quand on est voilà, dans une activité qui fonctionne bien. Le Covid, ça a eu quel impact dans ton activité professionnelle? Ça a été compliqué puisque mon activité principale, c'était les faire-part de mariage et naissance. Donc, les faire-part de naissance, ça n'a pas été trop impacté, quoique quand même un petit peu, puisqu'il n'y avait plus de poste pendant un petit moment. Ah oui. Mais par contre, les faire-part de mariage, j'ai eu un arrêt complet de mon activité. Et ça a été aussi un moteur pour me lancer dans mon activité de cours en ligne et revoir un petit peu mon activité, clairement. Oui, j'imagine. Ça t'a fait peur ou c'était plutôt, encore une fois, plutôt en disant, bon, allez, bah, ok, un petit challenge de plus et je me retrousse les manches et j'y vais. J'ai eu peur de changer. Je pense que c'est une peur qui est plutôt saine, hein. Voilà, de faire quelque chose de nouveau. Au début, ça fait un peu peur. Il a fallu que j'apprenne à travailler sur un nouveau site parce que du coup, il a fallu que je trouve une plateforme de cours en ligne, que j'apprenne à me filmer. Au début, c'était très compliqué. J'ai essayé plein de choses. Enfin, donc ça m'a fait peur. Après, le fait de me lancer dans quelque chose d'autre, non, pas particulièrement, parce que toujours pareil, on est deux. Et oui, heureusement, l'activité de mon mari n'a pas été impactée par le Covid. Il pouvait travailler de la maison. D'ailleurs, maintenant, il travaille 100% à la maison suite au Covid. Donc, voilà. Ok, génial. Parce que voilà, évidemment, on a tous été impactés à des niveaux différents et ouais, ça reste un sujet quand même. Ce Covid, on n'en est encore pas tout à fait sorti. Enfin, même pas du tout, j'ai l'impression. Même si je reste assez éloignée du sujet non, ça n'existe pas, là, tout va bien. Bon, qu'est-ce que tu dirais à la Anne-Charlotte d'il y a 10 ans, ou alors même un petit peu plus loin, quand tu étais au lycée et que tu réfléchis à ton orientation scolaire? Eh bien, je dirais, l'art, ça peut être un métier. Donc, vas-y, lance-toi. Franchement, comme je disais, mes études de communication, le fait d'avoir travaillé un peu dans le marketing, ça m'a aidé à me lancer. Mais bon, si j'avais pu commencer tout de suite là, je pense que ça aurait été franchement agréable de faire une école d'art et d'apprendre des choses avec des profs, parce que j'ai tout appris toute seule avec des petits tutos en ligne. C'est sympa hein, de le faire comme ça, mais je pense que j'aurais vraiment apprécié de faire une école d'art. Donc voilà. Et je dirais pour les jeunes qui ont peur de se lancer, bah, faites-le quoi. Allez-y. Ouais. Et c'est un message aussi pour les parents, tu vois, parce que je trouve que c'est aussi difficile, même si, tu vois, moi, avec toutes ces conversations avec des créatrices, je me dis qu'il faut absolument que j'écoute ce que a envie de faire ma fille. Enfin, mes filles, mais bon, la grande, elle a 12 ans, donc c'est à elle que je pense. Et il ne faudrait pas que la raison l'emporte, tu vois, justement, exactement comme tu disais, l'art, c'est pas un métier, en fait, donc choisis-toi un vrai métier. Et en fait, voilà, je pense que j'arriverai à garder ce cap-là, mais voilà, déjà, on est deux, mon mari pensera peut-être pas la même chose que moi, etc. Donc, c'est compliqué. Donc, je trouve que c'est aussi un message pour les parents, tu vois, de dire, Ah oui, complètement. en fait, Je pense qu'on a des croyances limitantes très fortement ancrées, la peur de manquer, la peur, voilà, le fait de ne pas avoir un CDI, on a peur de se retrouver à la rue, quoi. C'est ouais, c'est extrême, ça. hein, c'est extrême, mais je pense que la plupart des parents pensent à ça et se disent, bon, il vaut mieux faire une école, la fac, et ensuite on verra. Sauf que la vie passe trop vite. Et moi, si j'avais pu, Ouais. finalement, je me dis que ça aurait été mieux que je fasse une école d'art et que je fasse ce que j'avais envie de faire dès le début. Hum. Là, aujourd'hui, tu reprendrais pas le chemin de l'école? Non. Ah non, je ne ferais pas du tout ce que j'ai fait. J'ai fait un bac littéraire, mais je pense que je ferais un bac d'art appliqué, une école d'art. Ouais. Mais aujourd'hui, tu ressens pas le besoin d'aller vers ça. T'as pas besoin, tu te dis pas, j'ai besoin de me former pour apprendre d'autres choses ou d'autres techniques ou d'autres choses. Ah bah, je le fais hein, constamment, hein. Mais c'est pas D'accord. pareil d'avoir fait des études d'art et d'avoir passé 5 ans entourée d'autres artistes avec des professeurs, etc., que de le faire moi toute seule à la maison. Je trouve que bon, ça, c'est moins agréable sûrement, hein. Oui. Oui, alors après, c'est si difficile aussi de revenir sur les bancs de l'école à nos âges. Tu vois, de dire, tu vas passer 8 heures de ta journée assis et à Non, écouter, je c'est pourrais compliqué. pas.
pourrais pas. Ouais. Mais c'est clair qu'avec le recul, plus jeune, je pense que j'aurais préféré qu'on pousse, en fait, que cette conseillère d'orientation me dise, mais oui, ben, regarde, tu peux faire tel bac, aller à telle école, etc. Ouais. Et je pense que c'est important aussi que l'éducation prenne ça en compte, en fait, écoute plus les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire vraiment au fond d'eux et pas qu'est-ce qui marche pas. Parce que c'est faux en plus, que l'art, ça peut pas être un métier. Ouais, c'est clair. Bon. Surtout avec Internet et le fait qu'on peut lancer des boutiques en ligne, etc. C'est pas comme à l'époque de nos grands-parents où, oui, être artiste, s'il fallait exposer, vendre ses œuvres, c'était plus compliqué quand même. C'est ça. Et puis là, ce que j'aime beaucoup aussi dans ton expérience, c'est que finalement, on voit que finalement, peu importe l'endroit où tu vis, tu pourrais, parce que là, tu vends aujourd'hui au marché français, enfin, tu adresses le marché français depuis l'Espagne. Et tu pourrais être au fin fond de l'Asie, que ça serait exactement pareil. Bon, à partir du moment où tu as une bonne connexion Internet, etc. Voilà. Alors évidemment, pour les expéditions vers la France, ça serait plus compliqué. Quoique, il y a quand même plein d'artistes. Je pense à Morgane Boulier, qui était pendant très longtemps au Japon, là, qui y retourne et qui vendait, alors je ne connais pas les proportions, mais qui vendait quand même beaucoup en France et qui expédiait depuis le Japon. Voilà. Oui. Je pense aussi à Sabine, à Pilazouli, qui je sais qu'elle apprécie beaucoup, et donc je lui fais un petit clin d'œil en même temps, qui vend depuis l'Australie. Mais je pense qu'elle a davantage un marché australien. Enfin, c'est pareil, je ne connais pas la répartition de son activité, mais donc ça peut aussi marcher d'envoyer depuis très loin. Oui. Ça peut fonctionner. Là, je le vois, bon, j'ai pas de problème pour envoyer des faire-part de Barcelone. Oui, après, il y a une certaine proximité Ouais, entre l'Espagne et la France. Ouais, c'est sûr. Ok. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui sont pas encore, tu sais, qui sont un peu mûres, mais pas encore tout à fait, et qui voudraient écouter comme toi leur petite voix et se dire allez. Et du coup, à part écouter sa petite voix, comme tu dis, je sais pas trop. C'est déjà un conseil intéressant en soi parce que, comme tu dis, on a nos croyances limitantes, on a notre entourage, il y a plein de choses rationnelles où on se dit, bon, bah non, je peux pas. Et en fait, Et puis, comme tu il faut peut-être se lancer. disais, il y a d'autres gens qui le font déjà. Ça, c'est quelque chose qui revenait, mais constamment. Quand j'ai dit, je vais faire des faire-part de mariage, tout le monde me disait, mais regarde, il y a des énormes plateformes en ligne avec des faire-part qui coûtent pas cher. Pourquoi les gens Oui, voudraient acheter des faire-part, toi, la petite créatrice? Et finalement, non. Je pense qu'il faut s'écouter, oui, il faut écouter sa petite voix. Et puis, si ça fait peur, peut-être commencer par construire petit à petit l'activité tout en gardant son travail. Et ensuite, une fois qu'on se sent en confiance, bien se lancer. Mais bon, c'est sûr que ça peut faire peur. Ça, je peux le comprendre. ouais. Bon, s'écouter. Moi, je vais retenir ça, s'écouter. Ça marche. Ouais. Qu'est-ce que tu emmènerais sur une île déserte? Voilà, c'est toujours ma question un peu bête, mais que j'aime bien. J'emmènerai ma petite famille avec moi. Juste ça? Sûrement l'aquarelle aussi pour pouvoir prendre les beaux paysages sur l'île. Ouais. Voilà. Ok, Je pense que c'est tout. ça marche. Qu'est-ce que tu fais quand tu peins pas? C'est quoi tes hobbies? Alors, bah, quand j'ai du temps, j'écris pour mon blog. Avant, j'avais un planning assez. J'essayais d'écrire au moins 2, 3 fois par semaine. Ouais. Ça, c'était avant d'avoir ma fille. Maintenant, j'écris quand j'ai un sujet qui me vient, une recette, une nouvelle série que j'ai découverte. Voilà. Donc, j'écris, je fais du yoga. Bon, ça, c'est pas. Je ne sais pas si ça peut être considéré comme de l'art, je pense pas. Non, mais c'est des choses qui te font du bien. C'est pour te connaître un peu mieux. Voilà, oui, j'aime beaucoup faire du yoga. C'est vraiment une pratique qui m'est indispensable. J'essaye d'en faire plusieurs fois par semaine le matin. Dès que ma fille part à l'école, je fais du yoga, 5 minutes de méditation et voilà. Et la lecture aussi, très très important pour moi, la lecture. Les meilleurs somnifères, quand j'ai beaucoup de Ah projets, oui, c'est clair. j'ai du mal à dormir, clairement, c'est. Et je trouve que c'est la meilleure façon de déconnecter quand on se couche. Donc, on a notre Ah ouais, petite copine avec mon exactement mari pareil. tous les soirs. Ouais. Alors, en fait, à chaque fois que je dis, que je dis que je lis ou qu'on voit sur mon blog que je republie un article avec les dernières lectures, à chaque fois on me dit mais comment tu trouves le temps? Et en fait, bah, c'est juste que
je regarde moins de séries le soir, je me couche plus tôt pour lire. Voilà. Et je me suis imposé ça. Au début, c'était pas facile. On me dit, allez, encore un épisode. Non, non. On arrête la série, on va lire. Et en fait, en créant une habitude, eh bien, c'est la meilleure façon de trouver du temps. Si c'est une habitude, c'est le yoga, c'est pareil. J'ai mon habitude, ma fille part à l'école, je déplie mon tapis, même si c'est pour 10 minutes. Et du coup, c'est devenu naturel pour moi. Ouais. Là, c'est clair, hein, le temps, on le trouve en fait. Hein. Et il faut juste s'écouter et de savoir effectivement de quoi on a envie, de quoi on avait besoin. Et le temps, on a tous 24 heures dans la journée. Et en fait, on choisit. Juste organiser, parce que je vois que le yoga, avant, en fait, j'en faisais le soir. Sauf que le soir, j'avais toujours une bonne excuse pour pas en faire. Soit j'étais fatiguée, j'avais d'autres trucs à faire, la cuisine, pour le dîner. Enfin, j'avais toujours quelque chose à faire. Ma fille qui était dans les pattes, voilà. Donc, je me suis dit, bon, quand est-ce que tu peux faire ton yoga? C'est le matin. Et puis, même si je suis très occupée pour le travail, je me dis, même que 10 minutes. 10 minutes, c'est quoi dans une journée? C'est pas grand-chose. Et pourtant, ça change ma journée. Je me sens plus relaxe, je suis plus disponible pour mon travail. Voilà, je me sens plus motivée aussi, mais de rien, le fait de bouger dès le matin, je trouve que ça change la dynamique de la journée. Ouais. Je crois que c'est sur l'application Petit Bambou, dans les premiers mails qui t'envoient, qui disent si tu peux pas prendre 10 minutes pour méditer, c'est que tu as besoin de prendre une journée pour méditer. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, de dire, en fait, ok, t'as pas 10 minutes, et banco, il te faut bien plus. Ouais. Prends bien plus de temps pour toi. Ouais. D'ailleurs, cette astuce, elle marche aussi pour la peinture, parce que mes élèves me disent très souvent, oui, mais moi, j'ai pas le temps de peindre, j'y arrive pas. Moi, c'est mon métier, et pourtant, moi aussi, j'ai du mal à peindre juste pour le plaisir, de trouver du temps pour peindre ce qui me fait plaisir, et pas pour mes cours d'aquarelle, pas pour mes clients. Eh bien, je me l'impose. Tous les jours, je me dis, allez, je peins, je trouve un sujet, je me fais un petit challenge, par exemple 30 jours de paysage, 30 jours de fleurs, peu importe, et je peins 10 minutes tous les jours sur ce thème-là. C'est un conseil que je donne à tous mes élèves parce que vraiment, ça change tout. Une fois qu'on est dans... Au début, c'est difficile, hein, mais une fois qu'on s'est motivé à le faire, après, c'est naturel, en fait. Oui. Et il n'y a que 21 jours pour prendre une habitude. Donc, en fait, ça passe. Et en fait, une fois qu'on a commencé, après, on peut continuer toute l'année puisqu'on a envie de continuer. C'est devenu une habitude. Et... Bon, super. Pour revenir sur ta pratique créative, tu nous disais au début que tu avais commencé avec l'acrylique et la gouache. Aujourd'hui, donc, tu peins uniquement à l'aquarelle ou est-ce que tu as repris un petit peu tes pinceaux avec d'autres médiums? Comment tu abordes tout ça? Eh bien, en fait, quand je me suis lancée, j'étais fan, je suis toujours fan de Katie Rogers, qui est une américaine, qui faisait de l'aquarelle et de la gouache à la base, et qui a changé pour les pastels depuis quelques années. Je suis vraiment complètement fan de son travail. Et du coup, ça m'a motivée aussi à tester les pastels. Donc, ça fait à peu près 2 ans que je fais du pastel. Mais alors là, vraiment, c'est pour m'amuser. Hein. Donc, je partage très peu sur les pastels sur Instagram. Je le fais un petit peu. Quand je le fais, je sens que ça plaît. Donc, voilà, je le fais de temps en temps. Mais j'essaye de pas trop le faire parce qu'en fait, ma manière d'aborder le pastel, c'est vraiment juste pour le plaisir, pour m'amuser. On verra plus tard si j'ai envie d'en parler de manière plus aboutie. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est pour mon petit kiff. Et cet été, j'ai testé de nouveau l'acrylique aussi. Parce que la gouache, je sais pas trop, j'y arrive pas. Donc j'avais envie de me remettre à l'acrylique. Donc voilà, je suis des tutoriels sur Internet. C'est vraiment pour m'amuser. Lorsque je crée une peinture, je le fais vraiment pour mon kiff. Par contre, j'ai mêlé l'aquarelle et les pastels dans mon cours sur les paysages. euh, Parce que je sentais que c'était une demande en fait quand je partageais des paysages et que j'avais rajouté des pastels, ça plaisait en fait à mes étudiantes. Donc j'ai créé une petite partie quand même pour les pastels. Mais sinon, voilà, peindre de A à Z avec d'autres médiums, c'est juste pour moi. Mais je pense que c'est important en fait de peindre et de créer juste pour soi et pas pour le travail. Parce qu'on a tendance un petit peu à se perdre quand on pense tout le temps au client, à l'étudiante. Du coup, on ne s'écoute plus, on ne fait plus ce qui nous fait plaisir à nous. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai essayé d'implémenter dans mon emploi du temps, de rajouter cette pratique. Donc si c'est un petit peu le week-end, lorsque ma fille fait quelque chose avec mon mari, ou un quart d'heure pendant ma journée de travail, mais j'essaye vraiment d'avoir une pratique d'autres médiums.
Ouais. Et l'encre, je sais pas, les feutres aquarellables, je sais pas, il y a encore sans doute plein de choses. Ça, c'est aussi des choses que tu explores un petit peu, toi, de mettre peut-être des traits de stylo fin ou des choses comme ça, où tu mélanges pas trop. L'encre, j'aime pas trop. Mais par contre, j'aime bien les crayons. Donc, je fais aussi avec des crayons, crayons aquarellables, des crayons pastels aussi, ça existe. Et j'expérimente aussi beaucoup sur Procreate. Euh, D'accord. J'aime beaucoup rajouter quelques petits détails. Je l'ai toujours fait en fait. Avant, je le faisais sur Photoshop. Je l'ai toujours une tablette numérique. Et je me suis acheté l'année dernière un iPad et j'adore. Je trouve ça super. On peut faire plein d'effets. Donc voilà, je m'amuse à découvrir ce logiciel et je trouve ça très pratique pour ajouter des petits détails. Ok. Et tu te verrais faire des illustrations numériques à un moment donné, de passer en full digital ou il n'en est pas question? Je pense que j'aimerais bien mixer les deux. Donc, en ce moment, je Mm. teste pas mal de choses pour mixer les deux, c'est-à-dire commencer la base à l'aquarelle et ensuite scanner, chose que je fais beaucoup pour me faire part en fait. Hein. Mes faire part, c'est ça, c'est Mm. scanne l'aquarelle. Parce qu'on me demande souvent, mais comment tu fais pour peindre 10 fois la même aquarelle sur les faire part? Parce que mes clients, voilà, ils sont un peu perdus. Mais comment on va faire pour que ce soit toujours la même aquarelle? Donc en fait, je le scanne et ensuite je retouche sur Photoshop. Et je rajoute des petits détails. Voilà, si le client, par exemple, veut que je change des détails, il se trouve qu'à l'aquarelle, on ne peut pas effacer. Donc, j'ai appris à faire sur Photoshop. Et donc, pourquoi pas, oui, je me suis posé la question parce que si j'étais amenée à illustrer des livres, je pense que ça serait très pratique d'avoir une partie Mm. digitale parce que le digital, mine de rien, on peut revenir dessus plus facilement. C'est plus facile Ouais. de modifier. Donc, et ça, je le fais déjà beaucoup en fait pour mon activité parce que je fais aussi des portraits, on en a pas parlé, mais je fais pas mal de petits portraits, c'est des petites illustrations quoi, de famille Mm. que j'incorpore dans mes faire-part. Et il y a souvent des allers-retours en fait. On va me dire oui, mais alors la Ouais. personne qui est au milieu, elle est trop petite. Donc avant, je faisais tout au crayon. Sur mon papier, j'étais obligée de tout effacer, de tout recommencer. Maintenant, ça, la partie du crayonné, je l'ai fait sur ma tablette. Et comme ça, si vraiment j'ai une énorme modification à faire et que ça ne m'oblige pas à refaire tout le dessin de A à Z. Ouais, ouais, ouais. Avec un système de calque, hein, c'est ça. Voilà, avec un système de calque. Ok. Est-ce que tu as des créatrices ou des créateurs à nous faire découvrir? Tout à l'heure, tu nous parlais d'une américaine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça, vraiment, voilà, que tu adores suivre et qui comptent dans ton cheminement créatif? Alors clairement, Katie Rogers, dont je parlais, hein, qui est, je pense, l'artiste que je préfère, que je suis le plus sur Instagram. Je suis complètement fan, en fait. Elle a un style très gai, très coloré. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Il y a aussi Lauriane, que j'aime beaucoup, qui peint des paysages très minimalistes, avec des couleurs assez pastel, comme j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment un style que j'aime particulièrement. Tout ce qui est minimaliste, avec des couleurs joyeuses, pastel, assez féminin. D'accord, ok. Alors, je le dis pas souvent, mais à chaque fois que dans les épisodes, on cite des personnes, à chaque fois, je mets tout dans les notes de l'épisode. Donc, que ce soit sur le site Podcast Humain ou la petite intro de l'épisode qui est écrite sur la plateforme de podcast. Donc, vous pouvez toujours retrouver donc, les personnes citées. Donc là, je ferai pareil. Je retrouverai tout le monde, je traquerai tout le monde. Et voilà, comme ça, vous pourrez aller consulter aussi les créatrices coup de cœur d'Anne-Charlotte. Bon, bah écoute, génial. Merci beaucoup, Anne-Charlotte, pour tout ce temps avec toi. Merci à toi, c'était un super bon moment. Plaisir partagé. Donc, on te retrouve sur ton blog Affiche Chantilly, on te retrouve sur Instagram. D'ici là, tu auras sorti ton cours, ton prochain cours. Donc, on pourra apprendre à peindre avec toi. Et puis, ton premier cours sur les bases de l'aquarelle, il est toujours dispo de toute façon. Oui, les bases de l'aquarelle, les paysages, et puis le nouveau cours pour les enfants et leurs parents Voilà, s'ils ont envie de passer des bons moments avec leurs enfants, des bons moments en famille. de création en famille. Ouais, génial. Et ton livre, évidemment, chez Créa Passion, qui est toujours disponible. Euh, et les kits Sennelier, on les achète où? C'est distribué un peu partout? Oui, c'est distribué un peu partout. J'ai mis des liens sur mon blog. Ok, donc en gros, on va sur ton blog. Voilà, c'est ça.
C'est la référence. Ok, bon, ben super. Ben, écoute, merci beaucoup Anne-Charlotte pour tout ce temps passé ensemble, à en apprendre un petit peu plus sur toi. Et puis, ben voilà, à très vite sur Instagram notamment. Merci beaucoup, Mélanie. À bientôt. À bientôt, au revoir. Me revoici. Si vous ne suivez pas encore le travail d'Anne-Charlotte, je vous donne donc rendez-vous sur son site happy-chantilly.com et sur Instagram bien entendu. Si on n'est pas encore en contact nous-mêmes sur Instagram, profitez-en pour venir me faire un petit coucou. J'y partage les coulisses du podcast et mes réflexions autour de la création et l'entrepreneuriat créatif. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir les autres conversations enregistrées depuis 2 ans pour ce podcast. Il y a plein de créatrices autour de l'aquarelle à écouter, mais aussi sur plein d'autres sujets. Et si le travail que je fais autour de mon podcast trouve écho en vous, je vous invite chaleureusement à me soutenir sur Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de financement pour les créateurs qui, comme moi, vous propose du contenu gratuitement. Il y a plusieurs niveaux de soutien, avec des contreparties différentes à partir de 2€. Vous pouvez aller sur tipeee.fr et chercher Podcast fait main. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec cette idée de pourboire, vous pouvez aussi m'aider à développer la visibilité du podcast avec un partage sur Instagram ou dans la vraie vie. Vous pouvez également noter le podcast sur votre appli podcast préféré, sur Apple Podcast ou sur Spotify par exemple. Et enfin, pour recevoir automatiquement un email à chaque publication d'épisode, laissez-moi votre adresse email sur mon site podcastfaitmain.fr. Allez, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, prenez toujours le temps dans votre quotidien pour créer. À bientôt!